Ce choix, il était presque monomaniaque, puisqu'en fait, je m'explique. Le livre Villa Vortex de Maurice Dantec, donc là c'est un livre beaucoup plus récent, il est sorti en 2003. Je l'ai trouvé presque par hasard le jour de sa sortie. J'avais déjà lu toutes les autres œuvres publiées par Dantec, au moins une fois chacune, et j'attendais un nouveau livre de lui avec beaucoup d'impatience, mais je ne me tenais pas forcément très au courant. Je n'allais pas sur internet pour guetter ce genre de choses. Je n'étais pas dans les réseaux qui me permettaient de savoir quand un livre venait d'être écrit, quand est-ce qu'il allait être publié. Donc quand je l'ai trouvé, ce pavé de 800 pages, je l'ai acheté immédiatement et j'ai commencé à le lire dans la salle de cinéma où j'allais avec des amis voir un film. Je me souviens plus du film que je suis allé voir, mais je me souviens avoir lu peut-être les 20-25 premières pages avant les bandes annonces. C'est dire à quel point j'avais vraiment la hâte de rentrer dans ce bouquin. C'est un bouquin qui tient à la fois du roman, qui est définitivement pas du tout mon genre de prédilection. C'est-à-dire que, bon, comme tout le monde, et comme toi Pierre, je me suis essayé, j'ai plusieurs incipits de romans que je trouve très bien, mais j'arrive pas à aller plus loin que ces incipits, donc ça ne sera jamais des romans. En revanche, j'écris du théâtre. Le théâtre, c'est vraiment en tant que comédien, metteur en scène ou auteur, c'est vraiment ma marotte. C'est là que je me sens le mieux. Je peux lire de la poésie, je peux lire de la correspondance, des biographies, des autobiographies, énormément d'essais, énormément de bandes dessinées, américaines notamment. Le roman restera toujours chez moi la chose qui me touche le moins, qui révèle en moi quasiment rien, même quand je trouve ça très beau, très bon, je vais lire peut-être les 50 ou les 100 premières pages, et puis au bout d'un moment je vais dire oui, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous, ça ne me fait rien, ça ne me change pas. Or, il est manifeste que, pas dans la francophonie, vraiment dans la France, dans cet hexagone, on a un rapport affectif très fort, presque obsessionnel avec le roman, comme s'il était vraiment le parangon absolu de ce que doit être la littérature. Au point que, écrivant du théâtre depuis très longtemps et écrivant de la poésie et des paroles de chansons depuis longtemps, avec donc parfois des publications ou du moins des mises en scène, des concerts, des choses comme ça, les gens me disaient alors quand est-ce que tu écris un roman? Ou alors, écoutez Aurélien, vous le savez bien, c'est le roman qui est la grande aventure de la littérature au XXe siècle, au XXIe siècle également. Et je trouve que c'est d'une condescendance absolue et en même temps, avant de devenir une condescendance, c'est bien d'une réalité de notre langue, de notre histoire, du rapport qu'on peut avoir, je sais pas, moi, au roman de la Rose, à Chrétien de Troyes, ce que vous voulez. Et ce que j'ai passionnément aimé dans Villa Vortex, c'est que c'était à la fois un roman, qui pouvait être un essai, qui pouvait être une prière, qui pouvait être un recueil de textes critiques, polémiques, qui pouvait être des lettres adressées à des fantômes ou à soi-même. Ça pouvait faire converger la polémique, la politique, la science-fiction, l'anticipation sociale, des choses qui sont à la lisière du fantastique, et le polar le plus pur, mélangé avec ce qu'on va appeler la littérature dite blanche, c'est-à-dire ce qui n'est justement pas la littérature de genre, ce qui n'est pas la littérature policière, ce qui n'est pas la SF, la littérature dite générale. Et tout ça conjugué en un seul volume qui m'a fait énormément voyager, au point que même j'ai fait voyager le livre aussi, puisque je l'ai emmené dans une petite... ça coïncidait avec une sorte de tournée de la Mittel Europa que j'ai faite avec ma compagne d'alors. On s'est promené dans pas mal de pays, et le livre était avec moi, je le lisais au fur et à mesure de ses vacances, tout simplement. Et le livre était plus fort à la limite que ses vacances elles-mêmes. Donc ça m'a vraiment marqué. Donc je parlais de monomanie parce que j'ai écrit des petites choses sur Villa Vortex qui ont parfois été publiées sur internet. J'ai donné Villa Vortex en lecture publique lors d'une tournée de 10 dates en 2008. J'ai cité Villa Vortex un peu tout le temps. Tu nous avais interrogé sur le blog des éditions Le Feu Sacré il y a peut-être 3 ans avec mon ami Mathieu Bollon. On sortait un livre ensemble sur le hard rock. Tu nous demandais à lui et moi quel était notre livre préféré. Moi j'avais répondu même que qu'à la limite, si j'étais un livre, je serais Villa Vortex. Donc quand la question m'a été posée
Si tu dois écrire un feu follet, lequel ça va être? J'ai dû répondre presque immédiatement, oui, ce sera celui-ci. Et j'ai pas regretté, je me suis pas dit, tiens, ménageons-nous quand même peut-être un petit temps pour voir. Il y a d'autres bouquins, d'autres romans, y compris, qui sont très fondateurs pour moi. Ce que j'aimais dans cette collection, c'est que même si ça tendait vers le roman, on a eu de la poésie, on va avoir du théâtre normalement. Il y a une pièce de Shakespeare, elle est annoncée en tout cas, qui doit être analysée qui doit être approchée de manière exégétique et poétique par Comtièlement. Donc ça restait quand même très ouvert. Et donc Villa Vortex me semblait pouvoir relever à la fois donc de la poésie, du roman et tout ça. Et ce qui me plaisait, c'était aussi de faire un livre qui avait un statut qui était très clair. C'est-à-dire que lorsque tu m'avais passé commande il y a 5 ans d'un livre sur Philippe Cadic, ce livre avait un statut un peu bâtard, c'est-à-dire est-ce qu'il faut lire d'abord ce livre pour pouvoir ensuite appréhender l'œuvre de Philippe Cadic? Est-ce qu'il faut maîtriser l'œuvre de Philippe Cadic avant de pouvoir se plonger dans mon livre? Et moi je me disais, j'ai envie d'un peu écrire pour les deux, pour celui qui s'intéressera jamais à cet auteur, comme pour celui qui le connaît passionnément, et qu'est-ce que je pourrais quand même lui donner comme nourriture supplémentaire, et d'où je peux parler pour lui donner cette nourriture supplémentaire, alors que cette personne connaîtra peut-être encore mieux que moi Philippe Cadic. C'était un peu compliqué, et là avec Maurice Dantec, je me suis dit ça va être un compagnon. C'est peut-être ce que tu as fait avec Nabokov, c'est-à-dire que ça peut se lire avant, comme ça peut se lire après, comme ça peut se lire pendant la lecture de Villa Vortex. Et c'est ce qui me semble être la proposition généreuse qui était possible avec cette collection-là. Voilà. Et surtout, c'est une collection, et je pense que c'est le type de projet justement qui nous aiguillonnait aussi bien Aurélien que moi. C'est que c'est le type de collection où on ne va pas publier la notice universitaire traditionnelle. Alors voilà, ça parle de ceci, parle de cela, une gentille bibliographie à la fin. La collection a été créée contre ça. Voilà, la collection a été créée contre ça, et pour la personne qui, comme nous deux, a la chance de publier dedans, c'est aussi un défi lancé à la forme. J'ai pas encore lu celui d'Aurélien, j'ai hâte de le découvrir. Je suis sûr que ça sera par exemple très différent de ce que tu avais déjà conçu pour ton livre sur Dick. Moi aussi ça me posait un défi en tant que forme, parce que le format est réduit, donc ça veut dire qu'il faut aller à l'essentiel. On n'a pas le droit à pas de vagues, pas de gras, pas de digression inutile, il faut aller cut to the chase, droit au but. Et surtout, moi, ça me posait le défi de, moi qui aime si peu me mettre moi-même en scène dans ce que j'écris, puisqu'à chaque fois j'écris sur des objets souvent très différents, et il n'y a rien que je déteste autant que les auteurs qui écrivent sur des objets se mettent eux-mêmes en scène par rapport à ces objets. Par exemple, moi, je pense à un philosophe actuellement très connu, je ne dirais pas son nom, qui maintenant a une petite vérole stylistique qui consiste à mettre toutes les 3 lignes « je pense que »,« j'estime que »,« je crois que »,« il me semble que », etc. Pour moi, tout ça, c'était indispensable, impensable, pardon. Et c'est que quand j'ai trouvé la forme, donc en l'occurrence une forme de correspondance qui, pour moi, était adéquate au défi que me posait la collection, mais adéquate comme une forme qui s'imbrique parfaitement dans une autre forme, tu vois, une forme précontrainte dans laquelle nous-mêmes après on doit mettre notre objet. Et c'est là que j'ai trouvé la forme. Et également pour rebondir sur ce que disait Aurélien sur le roman, c'est une chose que moi je partage totalement. Si je suis devenu essayiste, moi aussi par exemple, c'est en partie par refus absolu de la forme romanesque. C'est-à-dire j'en suis arrivé au dégoût de cette forme. Alors, j'ai rien contre les romans en eux-mêmes, je suis ravi qu'il en paraisse des nouveaux, je suis un très grand lecteur de romans, mais je n'en peux plus de cette prégnance du genre romanesque qui est censé tout englober, la pensée, la création, etc. et qui en fait que reconduire à chaque fois un moule. Et la question que tu poses, que tu nous poses à travers cette collection, d'ailleurs il ne me semble pas d'ailleurs que la question c'était le roman, c'était le livre. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer dans une prochaine saison des Feux Follets, qui est un auteur extrêmement doué, qui te dise, moi le livre qui me passionne et sur lequel je veux faire mon feu follet, c'est
l'annuaire téléphonique du 6e arrondissement de Lyon en 1977. Ça serait possible. Donc, il pourrait en faire quelque chose, et ça serait un défi. Mais ça serait pas sur un roman. Ça serait pas sur un roman. Il y aurait une matière romanesque, mais ça serait pas sur un roman. Ouais, il y aurait surtout une longue discussion sur les thèmes. Ça, c'est ton travail d'éditeur, ça ne me regarde pas, frère. Mais en fait, je me rends compte avec ces 3 bouquins, ça m'avait pas sauté aux yeux avant que je les vois là à l'entrée là, mais en fait, ce sont tous les 3 des romans au moins de 500-600 pages. Oui. Contrairement aux 3 premiers quand même, qui étaient quand même des romans assez courts. Il fait quelle épaisseur, le de Lilo? Le de Lilo, il va faire gros, 800 pages. Ah oui, c'est un gros. Peut-être moins, 650, 700. Enfin bon, en tout cas... Enfin, ils sont équivalents à peu près, ils sont entre... je crois que Ada flirte avec les 800 pages, quelque chose comme ça également. Oui. Ce sont vraiment 3... c'est vrai que là, on a une conjonction. Ouais, alors que de sur 3... la première série, on était plutôt sur des livres de 150-200 pages. Bartleby, Rigaudon, en poche... 200 pages, je dirais, quelque chose comme ça. Donc, ouais. Bon, ça me saute aux yeux, donc, il n'y a rien qui a été calculé, mais en même temps, voilà, les 3 arrivent par... Et il y a une convergence aussi des énergies. Voilà, ce sont vraiment des livres-mondes qui épousent des formes extrêmement différentes, c'est-à-dire que Ada ou l'Ardeur, déjà, il y a un truc qui est fabuleux. Alors, j'ai jamais lu le bruit de fond de Don DeLillo. Il y a un truc qui est formidable, c'est que Villa Vortex commence par un arbre. Alors, c'est l'arbre des Séphiros, alors que Ada commence par un arbre généalogique. Mais un arbre généalogique, attention, avec des pièges, dès le départ. Et c'est un livre à piège. C'est un livre piège. C'est un livre rempli de pièges. Les pièges. De toute façon, les pièges commencent dès le départ. Chez Nabokov, les pièges sont toujours... Nabokov même mettait des pièges, même dans les préfaces de ses livres. Parce que quand il rééditait... donc Nabokov est un auteur qui a eu 2 carrières littéraires. Il a eu une première carrière littéraire en langue russe, on va dire de 1925 à 1938, quelque chose comme ça. En 1938, quand il est à Paris, il tente très brièvement de se mettre au français, mais ça ne marche pas du tout parce qu'en France, ça n'intéresse personne ce qu'il fait, toujours. Et à partir de 1938, il passe quasi définitivement à la langue anglaise jusqu'à sa mort en 1977. Donc il a eu 2 carrières différentes. Et à partir des années 60, quand il arrive à la célébrité avec Lolita, il commence à obtenir des conditions financières intéressantes pour éditer en anglais les traductions de ses romans russes des années 20 et 30. Et donc à ces occasions-là, il rédigeait des préfaces. Et en fait, c'était des préfaces qui étaient des pièges pour critiques paresseux. C'est-à-dire que dans les préfaces, par exemple, il mettait des phrases du genre... oui, par exemple dans un roman qui concerne un joueur d'échecs, oui, on notera notamment l'importance de la séquence vers la fin de mon roman où il y a une scène dans une salle de bain avec des carreaux noirs et blancs. En fait, bien évidemment, dans le roman, il n'y a jamais de scène avec de salle de bain avec des carreaux noirs et blancs. Et par contre, après, il retrouvait des critiques qui disaient « Oui, nous avons particulièrement apprécié la scène avec la salle de bain et les carreaux noirs et blancs. » Donc il mettait déjà des pièges pour lecteurs paresseux. Et Ada, en fait, est un miroir déformant sur... En fait, Ada est un livre tellement multiple, je ne sais pas par où commencer. C'est le miroir déformant de la propre enfance de Nabokov. C'est également une histoire en creux du genre romanesque lui-même, on va dire de son évolution, on va dire de Jane Austen à James Joyce en passant par Tolstoï. Et le début même du roman, en fait, commence par une parodie de début de roman bien épais, anglais du 19e, donc avec un arbre généalogique, une explication des relations familiales, mais qui, chez Nabokov, deviennent extrêmement tordues, si bien que à la bouffe de la 5e page, vous savez déjà plus si le cousin et la cousine ne sont pas en fait frères et sœurs, et si en fait les 2 belles-sœurs ne sont pas elles-mêmes vraiment sœurs et épouses du mari. Ils ont parfois les mêmes noms. Et oui, en plus ils ont les mêmes noms, puisque c'est les traditions des familles russes, on garde les mêmes prénoms de génération en génération. Et ce sont des pièges qui en même temps sont des blagues. Par exemple, un roman exceptionnel de Nabokov qui s'appelle Feu pâle, qui est également disponible en poche, on trouve facilement.
Feu pâle est un roman qui se présente en fait sous une forme universitaire. C'est-à-dire que vous avez... Le roman commence par une introduction du commentateur universitaire. Ensuite, vous avez un poème de 999 vers. Puis ensuite, vous avez le commentaire de chacun des 999 vers. Et vous avez un index à la fin. Et en fait, le roman, c'est l'ensemble de tous ces éléments. Parce que le lecteur, un petit peu attentif, celui sur lequel Nabokov compte à chaque fois, et qui fait que c'est un auteur important pour moi, parce que justement, c'est un auteur qui joue avec son lecteur et qui le stimule, qui ne se contente pas de le balader pour une gentille histoire en permanence. Le roman, en fait, joue avec la forme, puisque on se retrouve avec un commentateur en fait, qui n'est absolument pas fiable. Sans compter que le commentateur commence sa présentation du poème qu'il est censé commenter, en disant, alors je ne me souviens plus du terme par contre exact, Feu pâle est un poème qui se compose de 904... ce qui se compose... en fait, c'est 999 vers. Il emploie le terme pour dire qu'en fait, ce sont des vers qui vont 2 par 2. Ce qui fait qu'il y a un problème. Parce que si vous avez des vers qui riment et qui vont 2 par 2, si on vous dit qu'il y en a 999, il y a un souci, c'est qu'il en manque un. Et la blague commence dès la première ligne. Et ce qui est très drôle, c'est que 99% des lecteurs ne réalisent absolument pas la blague. Ils continuent tranquillement, bah oui tout à fait, didactyle à 999 vers, et puis on continue. Alors qu'en fait, justement, pourquoi il y a 999 vers? C'est parce que, d'une part, le poème que ce commentateur commente, en fait, a été arraché sur le cadavre du poète qui a été assassiné, donc il est censé être inachevé, et en plus, par un coup du hasard, le 999 vers se met à rimer parfaitement avec le tout premier vers, donc ça fait un si, puisqu'en en anglais, c'est le dernier mot, c'est lane, une allée, et il vient rimer avec le premier vers, où le dernier mot c'est window pane, la vitre. Et j'ai fait une longue digression, je ne sais plus d'où j'étais parti, et toi ton rôle à ce moment-là. Voilà, et donc il n'y a que des pièges. Et le but après, justement, quand on fait un feu follet sur un roman pareil, c'est de déjouer le piège et de faire en sorte qu'on fasse comprendre presque à son lecteur du feu follet pourquoi on est allé vers ces pièges, pourquoi on a aimé être piégé, parce qu'il y a un plaisir à être piégé, comment on a appris à déjouer ces pièges, et comment après on a envie soi-même après de dire aux gens, mais prenez plaisir à vous faire piéger par ce genre de roman. Ouf, je suis arrivé à la fin.